Merci à nos intervenants d'être avec nous aujourd'hui. On est réunis pour le 28e webinaire du réseau Rappel qui est co-organisé ce coup-ci avec l'association Claire et qui va traiter du SLIM, service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie. Qu'est-ce que c'est, quelles sont les nouveautés 2019 en présence donc de 3 interventions et de 5 intervenants. On va commencer avec Bouchra Zerwal, qui est responsable de projet au Clair, qui va nous rappeler très rapidement en une slide ce que c'est le SLIM et quels sont les grands principes d'intervention. Ensuite, on enchaînera avec une présentation de Anne-Frédéric Couchot et David Saint-André pour Valence Roman Aglo, qui vont nous raconter ce qu'ils font sur leur territoire et de quelle manière a été mis en place le SLIM chez eux. Et puis on enchaînera par une 3e présentation de Laurent Fussien et Jérôme Dumont de la ville et du CCAS de Malonnais, qui nous raconteront également ce qui se passe chez eux. Et par la suite, Bouchra Zerwal reprendra la parole pour nous informer un peu sur les modalités de fonctionnement très pratiques du SLIM, du programme SLIM C2E en 2019. Chacune des interventions sera entrecoupée de temps de questions-réponses avec les participants. Les questions-réponses se font à l'écrit dans le petit onglet de conversation qui est en dessous la présentation PowerPoint. On invite les intervenants à pas trop regarder les questions au fur et à mesure qu'elles défileront pour pas vous perturber dans vos présentations. Et Claire Bally, qui co-anime le réseau Rappel avec moi, qui est en ligne, et moi-même, on relaiera à l'oral les questions des participants et vous pourrez y répondre directement. Voilà, c'est comme ça que s'organisent les échanges, parce qu'on peut pas ouvrir malheureusement le micro de tous les participants aujourd'hui, ce serait une cacophonie incroyable. Voilà, je crois que j'ai fini de raconter ce que j'avais à raconter. Donc je vais disparaître, je vais laisser Bouchra présenter le SLIM et puis ensuite on enchaînera sur la présentation de Valence Roman Aglo. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Le SLIM en une slide et en, je crois, 7 mots-clés. C'est un programme éligible au certificat d'économie d'énergie qui vise le repérage des ménages en précarité énergétique qui est mis en œuvre par des collectivités locales, leurs groupements, leurs établissements, donc au niveau local, et qui du coup se décline en 3 étapes. Identification des ménages via notamment et principalement un réseau de donneurs d'alerte. Réalisation d'un diagnostic sociotechnique à domicile pour évaluer la situation financière et sociale du ménage, regarder son logement, ses équipements et installer des petits équipements d'économie d'énergie. Et dernier mot-clé, orientation, puisque ce dispositif est la 3e étape du SLIM, ça vise à orienter les ménages vers un dispositif existant pour les aider à sortir de leur situation. Et c'est bon pour moi, je pense que c'est plutôt un rappel pour l'ensemble des personnes qui sont là. Et je passe la parole à Anne-Frédéric. Juste une petite précision, pardon, avant, c'est moi la voix, je reviens. N'hésitez pas à poser quand même vos questions pendant les présentations, comme ça, à l'issue, on peut enchaîner directement sur les questions. Anne-Frédéric, je te laisse la parole. Merci. Donc, je suis chef de projet Rénov Habitat Durable, donc au sein de la communauté d'agglomération Valence Roman Aglo. Donc, pour ceux qui ne savent pas où nous trouver, on est dans la Drôme, 1 heure au sud de Lyon, dans la vallée de Rhône. Donc, on est un territoire de 54 communes qui est EPOS depuis 2013 et qui porte un SLIM depuis aussi 2013. Et on a donc une plateforme de la rénovation depuis 2015 au sein de l'équipe des 3 ambassadeurs et en fait au sein de l'équipe de cette plateforme Rénov Habitat Durable. La précarité énergétique sur Valence Roman Aglo, c'est 1 personne sur 15 en situation de vulnérabilité pour le logement. On a aussi 1 personne sur 8 précarité pour les déplacements, hein, donc complexe. Et avec des cibles de population qui sont plus particulièrement affectées, 1 personne sur 3 pour les moins de 30 ans et un agriculteur sur 3 dans les zones rurales. Ça, c'était pour la partie PCAET. Au sein de notre PLH, on a aussi 4 piliers qui se préoccupent d'accompagner les plus fragiles et de réhabiliter durablement. Ça se décline notamment avec un soutien à la rénovation énergétique avec des investissements,
un programme de prévention pour les copropriétés fragiles, une convention avec DRH Valence Romand Habitat, qui est notre bailleur social pour la rénovation de logements BVC. Un programme, donc on a un PIG sur l'ensemble du territoire et une OPA-RU sur le centre de Romans. Et puis donc notre plateforme Rénovabilité Durable, qui est là pour stimuler et accompagner les rénovations énergétiques, au sein de laquelle est hébergé donc ce SLIM depuis 2013. On a une population modeste, hein, puisque 58% de nos ménages sont éligibles au logement social et 45% des ménages sont non imposables. Une répartition aussi qui est assez disparate en fait entre nos zones urbaines, donc les deux pôles de Valence et de Romans, et puis les communes périurbaines et après des zones vraiment rurales. On peut voir que le revenu médian est assez disparate selon nos communes. Une part de propriétaires occupants modestes qui est aussi importante. On peut le voir là, le vert foncé, c'est donc les communes au nord les plus rurales où il y a un taux de gens dans des situations de précarité qui sont très importants et qui est souvent combiné en plus à un habitat ancien, énergivore, des fermes de grande taille pour des personnes qui sont peu d'occupants en fait dans le. Donc on a mis en place un PIG depuis 2015 un petit peu vertueux qui s'appelle PIG Habitat Durable et qui a permis de booster à la fois le nombre et surtout la performance des dossiers en fait en cadre d'habiter mieux. On souhaite poursuivre cette dynamique. Toutes les aides de l'aglo viennent toujours en complément en fait pour aller plus loin en fait que les simples exigences de l'ANA. On est hébergé au sein d'une maison de l'habitat, donc il y a 2 maisons de l'habitat sur le territoire, une sur Romans et une sur Valence, qui regroupe en fait les anciens acteurs qui étaient déjà regroupés, l'espace information énergie, l'opérateur Solia, le CAUE, et puis des associations en fait d'accompagnement au logement, qui permet vraiment d'avoir une porte d'entrée très large sur la thématique logement, que ce soit la recherche de solutions logement, l'accompagnement aux travaux et donc le conseil architectural. Et pour aider les habitants plus particulièrement dans la rénovation énergétique, donc on a Rénovabilité Durable, la plateforme de la rénovation des énergies renouvelables. Il y a différents dispositifs en fait pour accompagner les porteurs de projets. Pour la maison individuelle, on met en œuvre depuis 2013 le dispositif Doremi. Il y a un chargé de mission qui est en charge de ça. Aussi bien l'accompagnement des porteurs de projets que la formation des professionnels. Puisqu'on parle précarité énergétique et rénovation complète et performante, ça me paraît important de rappeler que c'est pas incompatible. Sur les 20 chantiers qu'on a fait ou qui sont en cours de réalisation en Doremi, 75% ont été faits chez les ménages bénéficiaires des aides de l'ANA. Donc voilà, j'en profite pour tordre le cou en fait à cette croyance selon laquelle la rénovation complète et performante est réservée aux bobos. Au contraire, c'est une cible prioritaire. On a un programme d'action sur les copros, le plan Rénov Copro, avec une chargée de mission. Le programme SLIM, qui s'appelle chez nous Visite Éco-Énergie, donc avec nos 3 ambassadeurs Éco-Énergie, dont Davy qui est là avec nous aujourd'hui. Et puis on a des actions envers le solaire thermique et le bois énergie. Je laisse la parole à Davy Saint-André qui va nous expliquer comment notre SLIM se met en œuvre sur notre territoire. Alors, donc oui, je me représente, donc Davy Saint-André, donc ambassadeur éco-énergie, et je réalise donc les visites éco-énergie sur Valence Romand Aglo, donc je suis chargé de visite dans la sémantique du SLIM. Sur la première slide, un petit rappel donc des étapes du déploiement du SLIM sur Valence Romand Aglo, avec dans un premier temps il y a une phase de communication. Donc avec pour objectif d'identifier le réseau partenarial et de développer tout simplement et de créer même le réseau partenarial
du SLIM qui se mettait en place donc sur le territoire, la présentation donc par des actions d'animation auprès des futurs partenaires. Ensuite, donc, il y a eu la montée en puissance du dispositif, donc avec la réalisation des premières visites et des communautés techniques 1 à 2 fois par an pour faire un retour donc sur le nombre de visites réalisées auprès des partenaires et le développement du dispositif. Ensuite, une phase de développement, donc avec un réseau de partenaires qui s'enrichit chaque année et des orientations également enrichies avec donc de plus en plus de solutions. On essaye de trouver des solutions durables pour les ménages qui sont accompagnés. L'arrivée aussi d'outils techniques, donc entre autres le logiciel Solidiag, donc développé par Claire, qui a permis donc de réaliser les visites entre autres avec des tablettes sur cette année 2018, et des perspectives donc pour la suite avec notamment la volonté de développer des actions de médiation bailleurs-locataires sur les visites que nous réalisons. Puisque c'est un frein actuellement, une difficulté des fois qu'on a à réaliser une médiation efficiente et amener vers les propriétaires vers des solutions de travaux ou résoudre des problématiques techniques ou d'habitat dégradé qu'on retrouve notamment au cours de nos visites. Donc ensuite, au niveau de l'évolution chronologique, une petite slide pour vous rendre compte de l'évolution du SLIM donc sur notre territoire. Il était au début porté donc par des visites à domicile réalisées par des jeunes en service civique via l'association Unicité, et ensuite le dispositif a été professionnalisé petit à petit, donc avec entre autres l'embauche de 3 personnes en 2015. Et on voit que donc le nombre de visites qui tourne entre 200 et 250 visites par an a progressé donc au cours des différentes années. Ça a stagné un petit peu en 2018, avec donc maintenant un dispositif qui fonctionne donc bien sur le territoire, avec un réseau de partenaires bien identifié et des solutions de plus en plus pérennes qui sont apportées aux ménages. Donc on a un objectif donc de 250 visites pour 2019 et 300 à terme en 2020. Donc sur la slide suivante, c'est un résumé donc de comment s'organise le SLIM sur Valence Roman Agglo. Donc ça reprend ce qui a été présenté par Bouchra en début de présentation. Donc avec une phase donc de repérage, ensuite une phase d'intervention avec les visites à domicile, et une phase d'accompagnement via l'orientation vers des dispositifs spécifiques pour les ménages en situation de précarité énergétique. Quelques données au niveau donc des visites qui ont été réalisées, 216 visites qui ont été réalisées en 2018, donc des statistiques qui ont été extraites du logiciel de visite Solidiag. On retrouve à peu près les mêmes proportions en 2017, hein, si on devait faire la comparaison. Donc on s'aperçoit qu'on a une répartition de 56% une majorité de locataires donc qui sont dans le parc privé qu'on rencontre au cours de nos visites. Je vous laisse prendre connaissance des différentes données, avec aussi les compositions du ménage. Donc majoritairement, hein, on voit des couples avec enfants, personnes seules et familles monoparentales. Vous trouvez à peu près ces données sur 2016 et 2017. Ensuite, donc l'origine des prescriptions des visites. Donc on s'aperçoit qu'une majorité de visites est prescrite donc par les centres médico-sociaux et aussi donc l'association Paris, qui sur notre territoire instruit le FUL, donc qui est l'équivalent du FSL pour les aides à l'énergie, au paiement des factures d'énergie. Donc cette association qui a repris le relais, avant c'était les CMS qui réalisaient cette action-là. Donc on voit qu'une majorité de ménages sont orientés par cet organisme. Et puis on a également la maison de l'habitat donc dans laquelle nous sommes hébergés, qui nous permet d'avoir un flux de plus en plus important aussi de personnes
qui viennent éventuellement demander une visite éco-énergie directement à l'accueil ou via des associations, des partenaires qui sont hébergés au sein de ces locaux-là et qui renvoient vers le dispositif des visites SLIM quand les gens sont identifiés en précarité énergétique. Également un petit graphique donc sur le nombre de visites qui ont été réalisées en fonction de la localisation. Donc on voit que la majeure partie des visites sont situées sur Valence et Romans, qui sont les deux plus grandes agglomérations de notre territoire. Et ensuite, donc on a quelques visites, on voit dans la partie autres communes, hein, ça représente donc les plus petites communes. Et donc c'est un axe qu'on souhaite développer pour toucher aussi un public qui est en précarité énergétique dans ces communes via des animations qu'on réalise au cours de l'année, car on sait qu'il y a du besoin et on voit que ça représente encore une petite partie des visites et on souhaiterait le développer. Donc une dernière slide donc sur les quelques données statistiques. Donc avec les orientations proposées suite aux visites éco-énergie. Donc on voit que dans la plupart des cas, donc il y a une prise de contact avec le bailleur ou gestionnaire du logement qui est réalisée en permanence quasiment, au moins pour les trois quarts des visites, pour informer donc du diagnostic qu'on a établi suite à notre visite et éventuellement faire remonter des choses qu'on aurait remarquées dans le logement ou s'il y a des problématiques techniques, ce genre de choses, ou éventuellement également encourager vers la réalisation de travaux d'économie d'énergie. Et puis on réalise aussi des actions de médiation déjà actuellement, mais qu'on souhaiterait aussi développer parce que des fois on a du mal par moment à obtenir un dialogue durable avec le propriétaire. Et ensuite, donc le dernier graphique, donc on a répertorié les motifs d'alerte, donc qui sont les motifs d'alerte inscrits qu'on nous propose dans Solidiag. Donc on les a hiérarchisés, pardon. Et donc on s'aperçoit, il n'y a peut-être pas la légende pour toutes les parties du graphique, mais donc la majeure partie des personnes sont orientées suite à une facture d'énergie élevée. Et ensuite, ce sera pour de l'humidité dans le logement ou une sensation de froid en hiver ou de chaud en été principalement. Même si des fois les problématiques se recoupent et là c'est le motif premier que les gens évoquent, mais souvent il y en a plusieurs. Donc en termes d'opportunités, donc pour le dispositif, sur le territoire. Donc le SLIM est porté par Valence Roman Agglo, donc qui est une collectivité importante donc sur le territoire et qui constitue un tiers de confiance. Ensuite, au sein de la maison de l'habitat, donc les locaux où nous sommes hébergés, cela permet un accueil tout public et donc de générer du flux et potentiellement repérer des ménages en précarité énergétique et donc des visites. Et ensuite, en termes d'opportunités aussi, des animations qui peuvent être réalisées dans les petites communes via, par exemple, donc le petit véhicule que vous voyez en bas à gauche de la diapositive, donc qui est un outil qui a été financé par l'agglomération pour aller sensibiliser la population sur ces questions d'économie d'énergie, d'énergie renouvelable. Et ça peut être l'occasion également de présenter des visites SLIM sur ces animations. Ensuite, donc dans les limites que nous avons repérées, des difficultés dans le parc locatif à réaliser une médiation entre les locataires et les bailleurs. Ça, j'en avais déjà un petit peu parlé précédemment. Également donc la remobilisation des partenaires, donc il y a un travail continu et qu'on fait chaque année pour essayer d'entretenir notre réseau partenarial et de le développer. Et on en a déjà également parlé, donc la difficulté d'atteindre les personnes donc qui résident dans les petites communes, chose qu'on va essayer de développer dans les années à venir avec le site. C'est un petit peu vite. Donc là, pour finir ma présentation, notre présentation, donc on a mis un exemple d'un ménage qui a été accompagné,
enfin qui a réalisé des travaux d'économie d'énergie suite à une visite SLIM. Donc en quelques mots, donc une personne seule avec un enfant qui avait des factures d'électricité très importantes et qui nous a alerté sur cela et qui nous a demandé de venir faire un diagnostic dans son logement. Donc suite à cette visite éco-énergie qui a été réalisée classiquement, donc avec l'identification des problèmes du bâti, l'analyse des factures et l'installation du matériel économe, on a identifié que pour ce ménage-là, qui était propriétaire occupant de son logement, les gisements d'économie d'énergie qui étaient le plus important, c'était en réalisant des travaux d'économie d'énergie, ce qui a été le cas par la suite. Donc suite à la visite éco-énergie qui a été réalisée, le rapport de visite généré, le diagnostic a été remis donc à des collègues partenaires, donc à la structure partenaire sur notre territoire qui est opérateur de l'ANA, qui est l'association Solia, pour qu'il puisse accompagner la personne sur son projet de travaux, valider avec elle les différents postes de travaux qui avaient été proposés durant la visite éco-énergie et monter également le plan de financement de ce projet. Qui a bénéficié donc d'un financement intéressant puisqu'on voit qu'il y a eu plus de 50% de subventions sur ce projet, donc entre les subventions de l'AGLO et de l'ANA, et le restant à charge, pardon, a été financé via un prêt à taux zéro pour cette personne, qui a été contactée donc un an après la réalisation des travaux suite à la visite éco-énergie et qui disait que donc c'était vraiment le jour et la nuit entre la situation avant travaux et après travaux, avec une facture divisée par deux et l'utilisation du poêle à granulés comme mode de chauffage principal et qui était beaucoup plus confortable que les convecteurs électriques qui étaient installés auparavant. Donc voilà, une vraie satisfaction pour cette famille qui a été accompagnée. Voilà, donc nous avons fini notre présentation. Nous sommes maintenant nous restons disponibles donc pour le temps de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors bonjour à tous, Claire Bally de l'association Célébri. Je vais donc relayer les questions qui ont été posées. Donc les premières, elles concernent notamment les visites. Vous en avez un petit peu parlé, hein, notamment en termes de limites, mais est-ce que vous pouvez déjà préciser comment vous repérez, notamment en milieu rural, les propriétaires occupants, enfin voilà, cette question du repérage de ces ménages-là, notamment en milieu rural. Alors c'est vrai que vous m'entendez, oui. Principalement, nous les visites nous sont orientées, donc on l'a vu par les CMS Association Paris, mais qui est pas développé dans les communes situées en zone rurale. Donc pour les visites qu'on a eues dans ces communes-là, c'est principalement sur des temps d'animation, enfin les propriétaires occupants dans ces zones-là sur des temps d'animation qui ont été réalisés. Donc avec la Rénov Habitat Mobile, le véhicule qu'on a vu, ou par exemple des animations telles que le salon de l'habitat ou le salon de l'immobilier. On a également une grosse manifestation qui est la foire du Dauphiné qui a lieu chaque année à Romans. Et c'est vrai que les années où on a réalisé le plus de visites de propriétaires occupants dans ces communes-là, c'est des années où on avait fait beaucoup de communication, beaucoup d'animation, qu'on s'était plus exporté, entre guillemets, on avait plus exporté la Rénov Habitat Mobile. Et les années où on a un petit peu réduit le temps d'animation, on voit qu'on a un petit peu moins de ce public-là qui demande, enfin, au niveau des visites slim. D'accord, ok. Ouais. Alors justement, pardon. Ouais, je rajoute juste un élément, un axe de développement par rapport à cette question donc de repérage en milieu rural, c'est un partenariat avec la MSA qu'on souhaiterait développer pour aller repérer davantage de ménages. Ok. Il y avait des questions sur les critères d'éligibilité. Est-ce qu'il y a des critères d'éligibilité pour bénéficier d'une visite SLIM, les plafonds de l'ANA par exemple? Ouais, tout à fait. Donc c'est les critères de l'ANA, les plafonds de revenus, de ressources de l'ANA. D'accord.
Concernant les services civiques, est-ce que ils étaient, selon vous, suffisamment formés pour répondre à toutes les questions des habitants, ou est-ce que c'était un premier contact et ensuite une orientation vers des interlocuteurs professionnels, type opérateur ANA, etc. Donc je reprends la parole, parce que j'étais là au Oui, début. Et Davy était là en tant que service civique, donc c'est peut-être délicat pour lui de dire ça. Si on a changé de mode, c'est parce qu'on n'était pas complètement satisfait de cette solution. En effet, tout au début, c'était porté par une équipe de 6, puis 3 équipes de 6 jeunes de l'association Unicité, avec toute la richesse que ça apporte de cette collaboration avec cette association, mais aussi toutes les limites. Déjà parce que les ambassadeurs étaient à mi-temps, ils étaient aussi à mi-temps sur une autre mission, donc 2 jours par semaine, d'octobre à juin. En fait, la difficulté, c'est qu'une fois qu'ils étaient montés en compétences, on changeait l'équipe. Et que c'est un métier, j'en ai toujours été convaincue, qui demande déjà de nombreuses compétences, à la fois techniques, humaines, sociales, que c'était un vrai challenge de faire porter ça aux jeunes. C'est pour ça qu'en octobre 2015, j'ai convaincu l'aglo de prendre en régie 3 ambassadeurs éco-énergie, de façon à pouvoir les former de façon beaucoup plus qualitative, donc en suivant la formation qui est recommandée dans le cadre du programme SLIM, et puis surtout de les bonifier avec le temps, puisque l'idée c'est de les garder le plus longtemps possible, et d'avoir des vrais professionnels qui ont déjà des compétences techniques sur l'énergie et qui montent en compétences sur ce métier à part entière. Est-ce que ça d'accord, répond à la merci, question? c'est très clair. Oui, je pense que oui. Alors, à proprement parler sur les visites, il y a plusieurs questions, notamment est-ce qu'il y a un diagnostic énergie qui doit être refait par Solia, ou est-ce que celui du SLIM suffit pour l'ANA, en tout cas pour l'éligibilité aux aides de l'ANA? Et une autre question sur le taux de passage à l'acte suite aux visites. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Alors, par rapport au diagnostic, il n'y a pas de diagnostic proprement dit qui est vraiment fait par les ambassadeurs. Et en effet, c'est obligatoire pour un dossier ANA, donc il est absolument fait par l'opérateur, donc Solia Drone. Quant au passage à l'acte, on a un petit peu de mal. On avait eu quand même une dizaine de dossiers qui sont sortis depuis 3 ans. Mais comme l'a dit Davy, on a quand même pas mal baissé sur les propriétaires occupants du fait en fait de l'afflux des demandes orientées par le département dans le cadre du FUL. Et du coup, sur ces publics-là, qui sont en général plus précaires et locataires du parc privé ou du parc social, il y a moins d'actions possibles, donc il y a moins d'orientation vers habiter mieux. Et on pourrait rechercher pour savoir vraiment le nombre de propriétaires accompagnés et le nombre de dossiers. Et une dizaine en tout cas depuis 3 ans. De gens souvent qui D'accord. découvrent cette possibilité du programme Habiter mieux. Oui, ok. Et justement, Je vous vous avez entends parlé plus, moi. d'orientation. Vous m'entendez plus? Tantôt, toi? Vous m'entendez? Oui? Moi, je Ah, t'entends ça y bien, est, en je tout vous cas. entends. Ça y est, je vous entends à Ok, nouveau. alors je continue à poser mes questions. Oui, vous avez parlé d'orientation. Ma question, c'était est-ce qu'il y a plus, enfin, c'est pas ma question, celle que je relais. Est-ce qu'il y a plusieurs orientations possibles suite aux visites, justement? Vous avez parlé de l'ANA, mais Oui, est-ce qu'il y a d'autres orientations? oui, oui. Là, on parlait donc par rapport au public propriétaire occupant qui a un projet de travaux. Mais les orientations sont très diverses, aussi bien vers l'espace information énergie et espace information logement, pardon, qui accompagne les publics précaires pour la recherche d'un nouveau logement. Que parfois, en fait, on est dans une situation de blocage où la solution, c'est tout simplement de recommander aux gens de changer de logement. C'est de la médiation avec des propriétaires, même si ça prend du temps. C'est une orientation vers les services d'hygiène et de sécurité des 2 communes. Malheureusement, il y en a aussi beaucoup
sur des centres anciens qui se sont largement paupérisés, donc gros soucis sur le bâti. Puis, Evie, tu veux compléter? S'il y a d'autres orientations majeures, c'est essentiellement ça. D'accord, très bien. Il y avait une question sur les actions collectives. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, vous en avez parlé, hein, mais est-ce que vous pouvez rappeler quelles sont les actions collectives que vous avez ou que vous réalisez encore pour toucher les publics? Alors oui, alors on a fait comme ça ponctuellement des actions de sensibilisation aux éco-gestes, notamment en pied de copro par exemple l'année dernière ou dans les écoles, mais ça reste assez anecdotique. Sinon, on a des actions de communication pour faire connaître la maison de l'habitat et Rénov' Habitat Durable en général. Parce que notre point de vue, c'est de ne pas stigmatiser les populations, de ne pas être trop segmentant. Et du coup, même si ces visites sont naturellement fléchées en priorité vers les publics ANA, qui sont notamment éligibles dans le cadre des C2E, et c'est important, et qui sont notre public prioritaire, on l'a déjà ouvert à d'autres publics pour être vraiment dans l'idée d'un service offert à tous et de ne pas stigmatiser des populations plus fragiles. Donc, D'accord, ce très bien. sont donc avec notre Rénov' Habitat Mobile, par exemple, on va, ça fait longtemps que je l'ai pas dit, à la fête de la saucisse de Châtillon-Saint-Jean pour participer à une animation communale, tout simplement, où les gens ne s'attendent pas à trouver un service de l'agglo, mais on va hors les murs à la rencontre des habitants. Donc D'accord. c'est vraiment l'idée que les gens découvrent notre service alors qu'ils ne savent même pas que ça existe. Mhm. D'accord, très bien. Sur les questions de convention, de partenariat, donc il y avait plusieurs questions. La première, c'était concernant l'association Paris dont vous avez parlé. C'était est-ce que vous avez une convention avec eux? Quel partenariat vous avez quand c'est un bailleur social? Est-ce que vous avez des partenariats avec la CAF, notamment dans le cadre de la conservation des allocations logement dans le cas de non-décence avérée? Alors, par rapport à l'association Paris, on n'a pas de convention proprement dit, mais le département est vraiment un acteur majeur. Et eux, en tant qu'instructeurs des aides du FUL, naturellement, relaient le travail qui avait été fait avec les CMS de longue date. Avec la CAF, on a malheureusement du mal à travailler en direct. Donc ça se fait pour l'instant à travers les services d'hygiène et de sécurité des communes, qui pour le coup travaillent vraiment très en lien. On les a invités de longue date en fait à nos comités techniques, mais le relais est quand même faible. Et le dernier partenariat, c'était, pardon, j'ai oublié. Après, ah oui, les bailleurs sociaux. Donc, Les bailleurs sociaux. il y a un travail partenarial sans signature de convention, avec en fait des réunions d'information qui ont été mises en place pour pouvoir faire remonter des situations difficiles auprès des techniciens notamment ou des directeurs d'agence. D'accord, très bien. Et sur la partie financière, parce que je suis pas sûre d'avoir, enfin Marie, tu me diras si j'ai le temps de poser toutes les questions, mais il y avait aussi des questions sur les coûts, le coût notamment de la Rénov' Habitat Mobile. Donc je sais pas si vous avez ces éléments-là et est-ce qu'il y a des financements possibles pour ce genre d'outils. Et puis comment sont financés les postes des chargés de visite, des ambassadeurs. Alors, pour la Rénov' Habitat Mobile, c'est un véhicule, donc c'est en fait un châssis de camion sur lequel on est venu faire construire une tiny house, une caisse en bois. Hein. Elle a coûté environ 40 000 euros. On peut faire passer une fiche de retour d'expérience, qu'on a souvent beaucoup de questions. Donc, du coup, il y a des questions, il y a une fiche qui a été faite avec voilà, les caractéristiques. Elle a bénéficié d'un financement dans le cadre de TEPCV, donc c'est vrai que c'est ce qui nous a permis d'acquérir ce véhicule et on en est très content. Vraiment, ça remplit sa mission d'aller à la rencontre des habitants. Par rapport au programme SLIM, donc l'ensemble du budget, aussi bien les coûts des collaborateurs que le matériel ou la coordination,
et en fait financé dans le cadre du programme SLIM qui était avant uniquement coordonné par Leclerc, vérifié par Leclerc et qui nous permettait d'avoir une attestation afin de faire valoriser auprès d'un obligé cette action, avec une augmentation tout à fait considérable de la valorisation des C2E dans les années précédentes. Et depuis cette année, mais peut-être que c'est plutôt Bouchra Zerwal qui précisera techniquement comment ça se passe. En fait, il est vraiment porté par Leclerc, même en termes de financement. Et du coup, la collectivité, grand avantage pour certaines collectivités qui n'ont pas trop de volets, peut être préfinancé par Leclerc, donc l'obligé leur verse directement les sommes. Voilà. Donc il y a un financement tous Ok. les 6 mois, contrairement à avant où ça pouvait être 2 ans. Là, dans 6 mois, on va pouvoir valoriser le SLIM de l'année dernière. Donc ça, c'est un gros avantage pour les petits territoires qui n'ont pas trop de possibilités de trésorerie. Oui, d'accord, très bien, merci. Alors la toute dernière question, je m'excuse par avance pour si j'ai pas traité toutes les questions, mais on est très serré au niveau du temps. Vous pourrez peut-être les reposer s'il reste du temps à la fin. C'était sur la question de l'évaluation. Ça nous semblait important aussi d'aborder cette question-là. Vous en avez parlé, mais est-ce que vous avez des données au-delà du nombre de visites sur les économies d'énergie réalisées, le coût du dispositif, voilà. Est-ce qu'il y a des travaux, voilà. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Il n'y a pas d'évaluation proprement dit très formalisée. Et c'est quelque chose qu'on souhaite reconduire de façon un petit peu plus formalisée pour l'avenir. Après, sur D'accord. le montant de travaux, j'ai plus les données en tête, mais on l'a déjà fait dans le passé et ce serait important qu'on le refasse à fin 2018. D'accord, parfait. Je, Ben, merci beaucoup en je tout vous cas. passe David qui va ajouter quelque chose. Merci à vous. Ah oui. Et désolé, je prends pas longtemps, juste pour ajouter que c'est vrai que jusqu'à présent, on manquait peut-être un petit peu de données, mais là, avec quand même Solidiag maintenant, c'est des choses qu'on va pouvoir quand même avoir de plus en plus en termes d'évaluation, de coûts par visite, etc. Puisqu'on rentre maintenant le prix du matériel qu'on laisse. Donc on va et puis enfin voilà on rentre le prix et en plus on Mm. sait en du matériel donné et des conseils qui seront donnés également quelle économie d'énergie approximativement est générée par visite, donc c'est peut-être des choses que vont pouvoir être exploitables beaucoup plus facilement dorénavant, je pense. Oui, tout à fait. Merci de le rappeler. Il y avait notamment une question sur les modalités d'utilisation de l'outil Solidiag, mais on laissera Bouchra qui réinterviendra à la fin venir répondre à ces questions qui concernent davantage effectivement le clair de manière générale. Merci encore pour ces deux interventions et je vais donc laisser la parole au CCAS de Maloney pour nous présenter également leur retour d'expérience. Je vous propose donc aux participants de continuer à poser toutes vos questions dans la fenêtre de conversation et je vous invite à le faire tout au long des présentations parce que pour nous, du coup, c'est plus facile pour aussi les organiser. Merci. Bonjour. Alors, je m'appelle Laurent Fuchsien, je dirige les services de la commune de Maloney depuis 2006 et je vais vous présenter l'initiative qui a été la nôtre à Maloney avec Jérôme Douy, responsable du CCS qui prendra la parole à vous présenter en détail le dispositif que nous avons mis en place. Quelques éléments de contexte pour poser le décor. La commune de Maloney, c'est 6176 habitants, ce qui représente 2700 ménages. La commune est située en deuxième couronne de la ville-centre de Rouen, 13 km, assez mal raccordée au réseau de transport en commun, du moins pour celui présentant une haute qualité de service. La ville fait à peu près 10 km² de superficie en pleine vallée d'un affluent de la Seine, le Cali, et avec quelques constructions sur le plateau, sur le coteau.
La ville a investi fortement dans la mise en place de services publics pour les habitants et gère aujourd'hui un patrimoine d'une vingtaine de bâtiments qui représentent à peu près 19 000 mètres carrés pour le patrimoine municipal. Et au niveau de la typologie de l'habitat, nous avons 63% de propriétaires et 29% de logements publics. La collectivité s'est engagée dans une démarche de transition il y a un peu plus de 13 ans, faisant le constat d'abord d'une grande précarité financière. Là, c'était la collectivité qui était concernée par les difficultés à boucler son budget, à tel point que le budget de la commune et la commune était dans le réseau d'alerte de la préfecture. Nous faisions face déjà à un certain nombre de baisses des dotations, même si c'était pas aussi flagrant qu'au début des années 2010. Une baisse des revenus des ménages, une paupérisation de la population, et puis en face de ça, des dépenses de personnel, des dépenses d'entretien du patrimoine, une inflation normative et une facture énergétique qui commençait à augmenter. Nous mettions dans une situation de grandes difficultés et ce qu'on appelle les effets ciseaux en matière de finances, et une incapacité à résoudre notre dette patrimoniale puisqu'on avait laissé traîner un petit peu l'entretien des bâtiments. Les limites sociopolitiques, c'est co-résidentiel. On a pris conscience de la grande vulnérabilité des habitants de la commune au renchérissement du coût des énergies fossiles au milieu des années 2000, au moment du Grenelle de l'environnement. C'est là, à ce moment-là, quand le territoire s'est un peu acculturé sur ces enjeux. Sachant que près de 2 tiers des logements ont été construits avant la première réglementation thermique en 1974 et que les habitants de Malonnet sont très dépendants à l'utilisation de la voiture individuelle, notamment pour aller travailler. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des sociologues le coût résidentiel, et ça a été un des éléments de l'engagement politique de la commune. Et puis le troisième élément sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais qu'on voit aujourd'hui prendre une importance assez terrifiante, qui sont en gros les points limites sur un certain nombre d'enjeux écosystémiques. La ville a engagé donc en 2006 une première démarche. En 2010, elle rentre dans un dispositif qui s'appelle Citergie. C'est un processus de labellisation européen qui est défendu par l'ADEME en France. Nous réalisons un diagnostic, posons une stratégie énergie-climat et un plan d'action dès 2011 qui fera l'objet d'une première labellisation en 2015. Nous sommes lauréats TEPCV la même année, ce qui nous permet d'avoir un plan d'action 2015-2018 ambitieux avec un concours du ministère de l'Environnement de près de 2 millions d'euros pour rénover l'ensemble de notre patrimoine, pas seulement changer notre flotte de véhicules municipaux, engager des actions de sensibilisation et d'incitation des différents acteurs sur le territoire, en particulier les acteurs, les bailleurs et les acteurs du logement sur le territoire. Et puis nous profitons de cette opportunité pour initier un projet que nous avions commencé à travailler avec l'Agence nationale des solidarités actives et avec le soutien de l'Union nationale des CCAS à l'été 2014, nous permettant de poser une des actions du plan d'action de Malonnet dans le cadre de TEPCV, qui s'appelle le SAM, le Service d'action à la maîtrise de l'énergie, pour redonner des éléments temporels. La ville adhère en octobre 2015 au CLER et intègre les dispositifs SIM à cette occasion. Nous bénéficions d'une aide de la Fondation Massif et commençons à constituer le réseau d'alerte. Le bilan, très vite, je reviendrai dessus, enfin plutôt Jérôme reviendra dessus. Nous avons atteint l'objectif que nous étions fixés initialement, les 40 visites, ou les 40 ménages visités, puisque ça représente un peu plus de visites au total, pour le dispositif. En termes de budget, le montant global de l'initiative, c'est 30 000 euros sur 3 ans, qui représente l'équivalent de 0,25 ETP par an. Si on faisait le calcul sur le territoire de la métropole Rouen-Normandie, qui est aujourd'hui compétente sur un certain nombre d'enjeux de réduction des consommations d'énergie et de rénovation,
La métropole n'a pas aujourd'hui de plateforme de rénovation de l'habitat, mais a engagé un certain nombre de dispositifs dans le cadre de son PLH ou de son plan d'intérêt général, mais ça représenterait l'équivalent de 21 ETP sur le territoire de la métropole. Mais on est sur une intervention eu égard à la taille de notre commune qui est assez importante. Nous avons bénéficié donc de 4 000 euros de 4 500 euros via l'appel à projet territoire à énergie positive pour la croissance verte pour nous équiper en matériel. 7 500 euros de la Fondation Natif suite à un appel à projet qu'il avait lancé. Et puis les certificats d'économie d'énergie via les dispositifs SIM nous permettent de bénéficier de 4 000 euros de subventions annuelles. Je vais laisser la parole à présent à Jérôme. Bonjour, donc Jérôme Dumont, je suis le responsable du CCS et l'animateur de ce dispositif. Donc les objectifs de ce dispositif, c'est tout d'abord de conseiller les ménages sur leurs usages et les comportements pour favoriser les économies d'énergie. On aide aussi à la rénovation énergétique, c'est-à-dire que nous sommes là aussi pour conseiller et accompagner les ménages modestes et très modestes sur les enregistrements de l'ANA quand il y a des travaux à faire et que ces ménages sont partants. On accompagne aussi le public qui est bénéficiaire du dispositif du FSL, mais aussi on aide tous les publics, c'est-à-dire qu'ils soient locataires des parcs privés ou publics ou propriétaires, occupants. Donc le dispositif qui est en place est bien sûr mis sur la commune de Malonnet. Le repérage est effectué par le réseau d'alerte qui est constitué de travailleurs sociaux comme la CAF, comme les travailleurs sociaux du CMS, donc du département, des associations qui nous renvoient le public concerné vers ce dispositif. Il n'y a aucune distinction au niveau des locataires ou propriétaires. Donc par contre, on va ajuster notre action en fonction du ménage. Donc on a aussi l'intervention est réalisée chez tous les habitants qui le souhaitent. C'est-à-dire que même si la personne n'est pas en situation de précarité énergétique, nous allons faire ce diagnostic, tout en sachant que parfois effectivement le public n'est pas en situation de précarité énergétique, mais il peut le devenir, donc on peut aussi faire de la prévention. Donc l'intervention, il se fait tout d'abord par l'identification des ménages via notre réseau, le réseau d'alerte, la réalisation d'un diagnostic socio-technique des ménages est fait, donc on fait une étude du bâti, de la consommation des énergies et de l'eau. On va regarder aussi les factures. La visite est réalisée par moi-même, qui est travailleur social, et en binôme avec mon collègue qui est chargé de mission, qui lui est plus dans la technique et qui apporte une complémentarité. Donc une fois que ce diagnostic est posé, donc il peut se faire sur 2 voire 3 visites. L'orientation des ménages va en fonction des solutions qu'on peut leur apporter. Donc ça peut être une proposition de relogement, notamment lorsque nous avons affaire à des propriétaires privés qui louent leurs biens et leur bien est indécent. Donc là, nous allons faire un relogement, ce qui s'est produit plusieurs fois. J'ai aussi cet avantage d'être référent logement public, donc ça permet de faire un accompagnement sur le long terme, mais surtout d'avoir le dossier de A à Z. L'orientation vers l'opérateur ANA, effectivement, on s'aperçoit que lorsque nous avons affaire à un public qui souhaite faire des travaux, il y a une méconnaissance du fonctionnement de l'ANA, des subventions et comment se fait l'inscription. Donc nous accompagnons aussi, quand cela est possible, vers les opérateurs de l'ANA. Et bien sûr, quand le ménage le souhaite, nous pouvons aussi faire des visites au moment des travaux, pour rassurer la personne, rassurer aussi l'artisan. Donc ça, j'en viendrai après sur pourquoi on rassure l'artisan. Donc après, nous avons les résultats. Alors ici, effectivement, il y a 40 ménages de fait depuis 2015, mais j'ai rajouté jusqu'à 2015, jusqu'à la fin 2018. Donc ça fait un ratio de 15,5 ménages sur 1000
Donc nous sommes dans la moyenne des SLIM. Il faut noter aussi que beaucoup de ces visites sont faites sur des familles monoparentales et beaucoup chez des propriétaires occupants. Comme disait Laurent Fussien, nous avons 63% de logements où ce sont des propriétaires occupants. Donc il y a eu, sur le nombre de visites, nous avons eu 23 préconisations de travaux, dont 6 sont menées à de gros travaux, avec des accompagnements de l'ANA et des opérateurs, via les opérateurs. Donc ce que je peux dire actuellement, c'est que ça, depuis début 2019, nous sommes à 15 visites, notamment des visites sur des familles modestes ou très modestes. Et donc il y a 6 dossiers qui sont déjà en cours qui ont eu la visite de l'opérateur, notamment Solia, et les devis sont de 60-70 000 euros en tout. Donc il y a eu des inscriptions sur le site de l'ANA, et il y a eu aussi un dossier qu'on a fait où la personne avait des ressources au-dessus des plafonds, mais il y a eu une orientation vers une isolation à 1 euro. Voilà, donc en conseillant cette personne vers un dispositif qui était sérieux. Donc le SAM, c'est aussi, il y a des faiblesses et des limites, hein, notamment c'est surtout mobiliser les acteurs de terrain, parce que le réseau d'alerte est parfois insuffisant. Donc il s'avère aussi difficile de trouver des solutions sur du public en situation de précarité énergétique, puisque vient de se greffer d'autres problématiques, notamment budgétaires. Donc nous pouvons réduire les factures, mais les personnes, lorsqu'ils ont peu de ressources, la capacité reste la même, d'où des impayés qui restent, qui sont réduites, mais qui restent. Hein. Il y a aussi cette crainte lorsque les travaux on va faire des devis, les artisans, bien sûr, lorsque ils ont peur d'avoir des délais très très longs pour le paiement, donc ça peut refroidir des artisans. Et puis bon, il s'agit aussi du tout petit dispositif SLIM déployé actuellement. Donc la volonté, c'est déjà donc réaliser un questionnaire, une enquête de satisfaction sur les premiers dossiers qu'on a pu faire, savoir un peu où on en est, qu'est-ce qui a été amélioré et où est-ce qu'on peut améliorer et comment l'améliorer. Donc il est aussi envisagé d'ouvrir ce dispositif à d'autres dimensions de précarité, parce qu'effectivement, lorsqu'on parle de précarité énergétique, nous nous rendons compte aussi, lorsque nous nous rendons sur les lieux, que d'autres problématiques viennent s'articuler, notamment alimentaire, la mobilité. Donc là, c'est un travail qui est différent, mais le SCRIM permet justement de mettre en confiance le public pour les accompagner vers les autres, pour les aider plutôt à les aider à surmonter les autres précarités. Et bien sûr, notre territoire est restreint et l'idée est certainement de pouvoir l'étendre à la métropole Rouen-Normandie. Voilà. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Je crois qu'on ne t'entend pas, Claire. Allez. Excusez-moi. C'est bon? C'est bon. Vous m'entendez? Ouais. Donc je disais juste, donc il y avait une première question sur les partenaires de la collectivité. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment sont formalisés ces partenariats? Alors, au niveau des partenaires, donc effectivement, nous avons différents partenaires, hein, qui est la CAF, le département, la CARSAT. Donc, on a aussi cet avantage, nous CCS, d'avoir déjà des liens avec ces différents partenaires. Donc, ça nous a permis déjà de les contacter facilement, puisque nous avions déjà des réunions annuelles
pour se rencontrer tous, parce que les travailleurs sociaux, on a du mal à se voir, hein. Donc ça permet aussi de se connaître, de parler un peu des difficultés qu'on rencontre sur le territoire. Donc là, effectivement, lorsque nous avons mis ce dispositif en place, il a été aisé pour nous d'aller chercher ces partenaires, puisque nous les connaissions quasiment tous. Très bien. Et du coup, ils vous aident au repérage. Enfin voilà. En fait, je pense que ça peut intéresser pas mal de monde parce que c'est pas toujours le cas d'avoir comme vous le dites, ces contacts privilégiés avec ces organismes-là. Quels sont du coup les liens, enfin comment ils vous aident dans vos visites SLIM, plus particulièrement la CAF, la CARSAT. Alors, ce qui est difficile, c'est déjà on est lié sur le secret professionnel. Donc, effectivement, le retour qu'on a au niveau des partenaires est très faible. C'est pas sur ce réseau. Il y a quelquefois avec accord du ménage, hein, parce qu'il faut pas oublier quand même que avant d'aller vers nous, il doit y avoir systématiquement un accord du ménage. Ça, c'est la priorité. Donc, c'est vrai que la CAF, le département vont m'apporter des informations. Alors, ça se fait soit par la grille d'alerte que nous avons créée, ou alors lorsque nous discutons de problématiques sur un ménage, c'est là que le travailleur social m'explique, me dire que ça serait bien d'y aller. Je peux ajouter que notre intention était au lancement de cette initiative de mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire sur les questions sociales, mais aussi sur les questions énergétiques. Ce travail d'animation et de coordination nécessite un temps qui n'est pas négligeable et les résultats sont assez satisfaisants aujourd'hui au regard de l'investissement qui a été le nôtre pour les mobiliser. Il reste néanmoins que il est important que les travailleurs sociaux connaissent le dispositif et qu'on ait l'occasion d'échanges pour travailler pleinement en coopération et en confiance. Parce que la confiance étant un élément déterminant de la réussite de ce type de démarche. Le reste des publics et des personnes qui sont venues à nous, c'est par la communication qu'on a pu faire sur ce type d'initiative. Le maire à plusieurs reprises, à l'occasion de cérémonies, je pense au repas des aînés, je pense à d'autres temps où il présente le dispositif et l'intérêt de venir solliciter les services de la ville pour les accompagner. Mais on a aussi parfois des petits coups de buzz qui peuvent être utiles. Le dispositif a été présenté lors d'un reportage réalisé par une équipe de France 2 lors d'un journal du soir et l'effet a été assez important sur le territoire, mais pas seulement. On avait des gens de toute la France qui nous appelaient pour savoir comment faire. Mais voilà, ça, ce type de coup de com, à un moment finalement, vont se révéler bien plus efficaces pour faire connaître le dispositif que le réseau d'alerte. Et puis, le travail au quotidien que réalise une CCS nous permet d'identifier des situations de précarité et on sait de plus en plus que les précarités s'additionnent et sont liées entre elles. Donc, il est parfois plus facile pour lui, dans les entretiens qu'il peut réaliser lui et sa collègue, de repérer des situations compte tenu de la connaissance que nous avons du public. D'accord, très bien, merci, c'est très clair. Pour prolonger cette question-là, il y avait deux questions. La première, c'était de savoir si vous travaillez avec les fournisseurs d'énergie et comment. La seconde, c'était quand vous repérez les ménages, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur le nombre de personnes éventuellement ou un élément qualitatif qui refuserait d'être accompagné et est-ce que vous avez une analyse sur le fait de travailler en binôme entre un travailleur social et un chargé de mission énergie, est-ce que vous pensez que ça facilite finalement la mise en confiance du ménage et ça peut lever finalement les freins dans cette première prise de contact? Alors pour la première question au niveau des fournisseurs d'énergie, oui,
nous travaillons avec eux, puisque nous avons déjà une convention avec EDF Solidarité, d'une part. D'autre part, lorsque la facture est très importante, là c'est à nous, et là c'est la mission du CCS, d'apporter un accompagnement aux ménages en difficulté via la facture. Donc on travaille avec EDF Solidarité, mais avec Gaz Solidarité, enfin PNJ. Après effectivement c'est un peu plus compliqué avec les autres fournisseurs, mais on arrive à travailler avec eux, oui, c'est une obligation, on ne peut pas faire sans eux. Donc la deuxième question, c'était concernant l'accompagnement. C'était sur le binôme travailleur chargé de visite et la question du nombre éventuellement de ménages qui refusent d'être accompagnés. Alors j'ai pas eu de refus, non, ça m'est jamais arrivé. Ça pourrait arriver, mais là de mémoire non. Concernant le binôme travailleur social chargé de mission, donc effectivement oui, quand on rentre sur de la précarité énergétique, oui, ça peut poser un frein, puisque mon regard est totalement différent que celui de mon collègue. Donc il peut m'arriver, lorsque je vois qu'on est sur une précarité énergétique posée et que il voit une difficulté sociale plus importante, de me rendre à la première visite seul. Voilà. Donc pour vraiment faire un diagnostic sur le SLIM, mais comme ça évite à mon collègue d'être en difficulté aussi, parce que et à la deuxième visite, quand on y va, donc moi j'ai déjà une synthèse, je lui fais déjà une synthèse de ce qu'on peut voir et de comment on peut réagir et comment on peut travailler sur cette situation différemment, avec un regard, un œil différent de ce que lui peut avoir. Mais c'est vrai qu'une fois on s'est rendu c'était au tout début, on s'est rendu dans une maison. Effectivement, mon collègue a vu qu'il y avait, je sais plus, il y avait 10 cafetières, il y avait 3 friteuses électriques, il y avait des télés partout, donc effectivement, il s'est posé plein de questions. Donc on a travaillé après sur cet aspect. Moi je lui ai dit, bah moi quand je rentre dans un logement, je regarde pas au départ cet aspect-là, on a un regard différent. Mais après, au fil du temps, depuis des années, maintenant, on arrive voilà, on se coordonne bien, on a un vieux binôme maintenant. D'accord. Ok. Alors j'ai deux dernières questions assez précises. La première, elle concerne l'aide éducative budgétaire. Il y avait une question, si c'était de savoir si elle était proposée en complément ou en action principale. En gros, est-ce qu'elle elle rentre dans le SLIM ou c'est une orientation, une prescription qui va être proposée éventuellement au ménage en fonction de sa situation? Alors, là, je pense que quand on parle d'orientation budgétaire, on est sur un autre volet. J'ai avec moi ma collaboratrice qui est conseillère en économie sociale et familiale, donc c'est son métier. Donc là, effectivement, l'orientation va se faire via ma collaboratrice. On garde toujours en mémoire que c'est par rapport au dispositif, mais derrière, quand il y a un accompagnement budgétaire, il y a d'autres problématiques et systématiquement, que ce soit elle qui est vraiment spécialisée dans ce domaine, va prendre le relais et donc on est sur un autre volet. Ouais, alors peut-être pour préciser, c'est... Pardon, allez-y. Non, je me disais peut-être que la question, c'était de savoir si c'était du coup la CESF qui pouvait orienter vers le SLIM, et inversement, est-ce que le SLIM peut orienter vers de l'aide éducative budgétaire? J'imagine que c'était ça la question, peut-être. Oui, oui, effectivement. Ma collègue qui est avec moi à mes côtés depuis bientôt 2 ans, a été une
connaissance déjà du dispositif, ou les premiers dispositifs, quand elle est arrivée, nous avons été faire ensemble des slims pour qu'elle voit aussi comment ça se passe, avec l'accord du ménage, hein, toujours. Il y a toujours cet accord du ménage qui est important. Mais effectivement, donc elle a connaissance du dispositif, elle sait comment ça fonctionne, et effectivement, lorsqu'elle reçoit et elle accompagne un ménage en difficulté et qui a des factures importantes, elle va basculer vers ce dispositif. Et inversement. D'accord. Je voulais juste ajouter que le faire une visite, c'est quand même un moyen assez précieux d'identifier un certain nombre de besoins et de problématiques au niveau des familles que l'on rencontre. Donc c'est une source d'information pour les travailleurs sociaux, mais pas seulement. Ça nous permet d'engager un dialogue avec les ménages, de voir les situations de vie et d'autres problématiques apparaissent. Et quand bien même il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas rapportés parce qu'il y a ce secret professionnel qui bien heureusement préserve ces ménages, il reste que entre nous on discute des situations rencontrées et ça nous permet d'ajuster assez globalement les politiques publiques que la collectivité peut entreprendre. J'ajouterais peut-être pour terminer que ce dispositif, le SAM, intervient en complément de différentes démarches, actions menées par les communes sur la question du logement. On a à cœur de favoriser la rénovation du bâti sur le territoire et notamment de faire en sorte que pour les logements construits, par le biais de la réglementation au niveau des sols, on puisse avoir des propositions de logement très performantes sur le plan énergétique. Ce qui fait que le territoire de Malonnet, sur les presque 800 logements publics qui ont été bâtis, près de 60% d'entre eux, soit sur des opérations neuves avec des niveaux de performance énergétique supérieurs aux réglementations thermiques, soit on fait l'objet de rénovations ambitieuses. On a à peu près sur les 800 près de 80 logements qui sont au niveau BPOS, on a 160 logements qui sont au niveau BBC, rénovation ou THPE, et les autres 30% ont fait l'objet de rénovations énergétiques qui ont permis de réaliser des économies d'énergie à hauteur de 50%. Donc ce travail en amont qui est réalisé par la ville avec l'aide des bailleurs avec qui elle entretient des relations très intéressantes de coopération, ça nous permet d'anticiper les futures précarités. Alors là pour la partie locataire. Et pour les bailleurs, on a un autre dispositif qui n'est pas un dispositif qui vise spécialement à pointer les ménages les plus vulnérables, mais à accompagner les habitants dans leurs projets de construction et de rénovation. Il n'y a pas d'espace info énergie en tant que tel, mais des permanences rendues par des architectes et thermiciens du CAUE qui viennent à Malonnet gratuitement proposer leurs conseils, ainsi que le service énergie-climat qui a aujourd'hui une compétence de plus en plus pointue sur ces sujets-là, qui fait quasiment office sur tous les projets des pétitionnaires qui nous sont proposés. On essaye de les orienter, de les accompagner, ce que font pas toujours malheureusement certains architectes, pour faire en sorte que la maison soit la mieux orientée, et que les surfaces correspondent aussi aux besoins. Pas la peine de faire des logements trop importants, quand bien même ils sont performants. Donc cet accompagnement-là, il vient en plus, et c'est là l'essentiel de notre travail. Le SAM nous permet, en faisant de la dentelle, d'aller chercher les situations les plus préoccupantes, parce que c'est aussi un enjeu fort pour notre territoire. Très bien. Je vous remercie beaucoup. On est pile poil dans le timing et il restait quelques questions qu'on va redonner la parole à Bouchra justement plutôt sur globalement sur le fonctionnement du SLIM et notamment tous les aspects financiers. Il y a eu des questions sur le calcul des C2E, etc. Merci encore et je vais donc pour le dernier moment laisser la parole à Bouchra pour finaliser ce webinaire. Merci beaucoup. Alors, je vais faire comme ça, voilà.
Je vais peut-être le grossir un tout petit peu pour que ce soit visible pour tout le monde. Alors déjà, le travail que je vais vous présenter, il a été très largement réalisé par mes deux collègues Hakim Bejaoui et Léo Pardo, puisqu'on est 3 maintenant au clair dans l'équipe SLIM. Donc ça, c'est important que vous sachiez, vous aurez toutes les coordonnées à la fin. Et le travail que je vais vous présenter, donc de prolongation du programme sur la période 2019 et 2020, ça concerne particulièrement 2 choses, le schéma financier et comment on va valoriser des modalités de réalisation du SLIM qui nous paraissaient importantes à valoriser ou un peu plus ambitieuses que la majorité. Et je commence par un calendrier parce que ça nous donne une vue assez synthétique du travail. La première ligne, c'est les appels à candidature. Ça, c'est ce qui n'a pas changé. Donc, on a eu 3 appels en candidature en 2019. Il y en a un qui vient de se clôturer fin février, fin mai et fin septembre, donc à vos agendas, et fin février et fin mai pour 2020. Les actions, surtout dans le cas de renouvellement ou dans le cas d'un SLIM qui serait absolument un SLIM, peuvent être valorisées de façon rétroactive. Mais au plus tôt vous candidatez, au mieux c'est, puisque vous êtes assuré que le dispositif rentre bien, enfin que votre dispositif, oui, rentre bien dans les critères du programme. Ça, c'est les appels à candidature. Deuxième ligne, pareil, ce qui ne change pas, comité de suivi. Après chaque appel à candidature, le mois suivant, on réunit la Direction Générale Énergie-Climat, l'ADEME, l'ANA, la Fondation Abbé Pierre, les 2 sociologues de l'énergie qui sont à l'origine de la méthodologie SLIM, Christophe Bellet et Marie-Christine Zellem, et puis de temps en temps, Région de France et l'Assemblée des départements de France. Le rôle de ce comité de suivi, c'est de statuer sur les dossiers qui sont reçus, de donner les grandes orientations du dispositif, mais là, on peut dire à la collectivité l'avis qu'a émis le comité de suivi sur son dossier. Et ensuite, ça c'est une nouveauté, il y a un comité de pilotage, alors ensuite ou avant, qui va se réunir plusieurs fois sur l'année 2019 et 2020. Et ça, c'est une nouveauté. Donc, ce comité de pilotage, son rôle, c'est de travailler, c'est de regarder quelle est l'enveloppe C2E et surtout de valider les appels de fonds pour que le CLER puisse ensuite reverser les sommes aux collectivités. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer par le schéma financier qui est ici. Tout à l'heure, il y avait la question de combien ça coûte, combien ça rapporte, combien ça coûte les C2E. On a justement souhaité simplifier toute cette procédure-là pour les collectivités. La collectivité, elle met en œuvre, ça c'est le point 2 ici dans la... Alors, je ne sais pas si je peux avoir une petite flèche. C'est le point 2 ici sur le schéma. Ça fait bouger en même temps, c'est pas terrible, je vais l'enlever. Donc la collectivité, elle n'a plus du tout à se poser la question, elle met en œuvre, elle démontre par des éléments de bilan que je vais vous détailler qu'elle a bien mis en œuvre, et ensuite le CLER récupère donc des éléments de reporting dont les dépenses réelles de la collectivité, il les récupère 2 fois par an, et ensuite justement lors du comité de pilotage, il agrège en fait toutes ces sommes, et il peut ensuite faire la demande des versements aux obligés. Du coup, donc les obligés vont payer, ça c'est le numéro 5, vont verser au CLER les finances qu'ils demandent pour que le CLER puisse tout simplement reverser aux collectivités ce à quoi elles ont droit grâce à la vente des C2E. Les termes sont peut-être pas très orthodoxes, mais en tout cas c'est ça l'idée. Donc ces comités de pilotage, je vais continuer sur le reporting. Donc la réception des éléments de bilan, c'est principalement 2 choses. Ce qu'a réalisé la collectivité sur le terrain, donc ça on peut le récupérer par le remplissage de l'outil de suivi et de réalisation des visites qui s'appelle Solidiag, également par un bilan téléphonique, donc un temps téléphonique qu'on a avec la collectivité. Donc là on sait ce qui a été réalisé. Et on a aussi besoin de savoir ce qui a été dépensé, les dépenses qui vont en face des réalisations. Et cet état de dépenses, tous les 6 mois, il doit être validé par le comptable public et signé par la collectivité, donc par l'élu qui a la délégation de signature et qui est en charge du dispositif. Et donc tous les 6 mois, ça c'est la colonne de gauche, on va donc au plus tard en janvier ou en juillet alors janvier, juillet ou novembre avec une petite exception pour 2020, parce que le programme s'arrête à la fin 2020, donc il faut qu'on soit prêt un petit peu avant. Et en face de ça, vous avez la date de versement des financements par le CLER. Donc ça veut dire que la collectivité, elle va financer elle-même
une fois qu'elle a financé, elle va récupérer une partie de ce qu'elle aura financé parce que le clerc l'aura précédemment récupéré par les obligés. Je crois que j'ai été à peu près claire. Donc, il n'y a plus du tout de question de combien ça coûte les C2E, est-ce qu'il faut que j'ouvre un compte émis, est-ce que je dois vendre mes C2E. Tout ça est calé en amont par le clerc dans le cadre du programme. Hop et hop. L'autre chose dans le schéma alors qui tient compte, hein, enfin qui a trait aux finances, mais qui est plutôt là dans ce que je disais tout à l'heure, la deuxième grande nouveauté, c'est comment on peut valoriser ce que font les collectivités, parce qu'elles vont faire les choses différemment. Et donc, ce que va percevoir la collectivité, ça c'est le lien avec ce que je disais précédemment, c'est la somme perçue, c'est le produit entre le nombre de ménages bénéficiaires, donc c'est bien des ménages en précarité énergétique, multiplié par le forfait, et le forfait va dépendre des modalités de mise en œuvre qui sont choisies et réalisées par la collectivité. Dans la limite 2, ça c'est le troisième point à gauche, dans la limite de 2 plafonds. Le budget prévisionnel, qui fait partie en fait de son dossier de candidature, et le plafond, c'est 70% des dépenses réelles. Tout à l'heure, quand je disais qu'elle va faire que la collectivité, elle va indiquer quelles ont été ses dépenses, eh bien, elle va donc l'état des dépenses, c'est 100% de ses dépenses réelles, et au maximum, elle va pouvoir récupérer 70% des dépenses réelles dans la limite du budget prévisionnel. Voilà. Et donc, le forfait, on a par ménage 200 €, ça c'est le minimum. Et ensuite, on peut aller jusqu'à 600 € par ménage. Et donc, qu'est-ce qu'on va, ce qu'on appelle tranche supplémentaire, c'est qu'est-ce qu'on va valoriser dans la mise en œuvre. Alors déjà, on va valoriser le fait que la collectivité, elle rentre dans le dispositif avec un ticket d'entrée à 20 € par ménage. Et ensuite, on va le dérouler. Sur ce qui nous semblait important dans le SLIM, c'est de valoriser, et je vais aller très vite parce que c'est écrit puis que vous aurez le temps de poser vos questions, c'est qu'on souhaite valoriser le fait que le diagnostic socio-technique soit réalisé en 2 visites ou en binôme, d'avoir plutôt un profil expert, donc un conseiller énergie, un travailleur social, conseiller logement, qui a de l'expérience et ou qui a réalisé une formation, la formation au diagnostic socio-technique. On valorise le fait qu'il y ait un comité d'orientation puisque ça facilite grandement la mise en relation entre la solution qui est proposée et le ménage, et ça facilite aussi la connaissance des dispositifs disponibles sur le territoire. On souhaite aussi valoriser la médiation entre bailleurs, donc ou un accompagnement renforcé pour les ménages qui ont des difficultés à saisir des solutions. Ça, c'est dans le cas où ça c'est sous réserve que 10% des ménages ont bénéficié de ce dispositif. Et on souhaite aussi valoriser à la fois une forte articulation avec des dispositifs de type petit fonds d'aide aux travaux. Là, c'est 20% des ménages qui doivent en être bénéficiaires. Et on souhaite aussi valoriser, dernière chose, l'évaluation. Et là, on est sur l'évaluation de l'impact pour les ménages bénéficiaires. Ce n'est pas un questionnaire de satisfaction, c'est de savoir quel a été l'impact pour les ménages bénéficiaires. L'idée, donc voilà, donc l'idée c'est de calculer, en fait, la collectivité, elle regarde les modalités de son dispositif et elle peut ensuite calculer son forfait de cette manière-là. Je ne vais pas plus loin parce qu'il nous reste une dizaine de minutes. On nous avait posé des questions lors de l'inscription au webinaire. Claire, est-ce que je passe à cette diapo-là où il y a la réponse aux premières questions, ou est-ce que Marie, pardon, ou est-ce que du coup tu prends plutôt les questions qui sont posées par les participants? Je pense que tu peux peut-être aller très vite sur la dernière slide parce que c'était intéressant ce que tu as mis dedans. Mais très vite, on essaie de le faire en 1 minute et puis après on enchaîne. Eh ben, c'est le temps aux gens de poser la question. C'est d'autant plus intéressant que c'est les participants qui l'ont posé. Donc du coup, copilotage possible entre plusieurs collectivités, oui. J'ai eu la question, je trouvais ça assez rigolo 2 fois, mais pourquoi il n'y a pas de SLIM chez nous? Parce que SLIM, c'est pas encore une démarche obligatoire. Donc s'il n'y en a pas, c'est que la collectivité sur votre territoire, elle l'a pas mis en œuvre, mais allez donc comment l'inciter à le faire. L'articulation avec Habiter Mieux et au-delà tout type de programme de travaux et au-delà tout dispositif d'accompagnement des ménages qui leur permettent de répondre à la question comment je peux sortir de la précarité énergétique, mais logement ou social ou budgétaire. Donc très globalement, le SLIM il vient en amont de ces dispositifs. La visibilité au-delà de 2020, donc le SLIM a été prolongé sur les années 2019 et 2020. On en a discuté en comité de pilotage avec la DGEC et les obligés, et on a un arrêté jusqu'à 2020.
Maintenant, plus on a de collectivités qui sont intéressées, qui ont envie de mettre en place ce dispositif, c'est pour ça aussi qu'on lance des appels à candidature, eh ben, plus on a de raisons de prolonger le dispositif. Et c'est pour ça, manifestez-vous auprès du clerc. Et puis, comme je vous disais, l'accompagnement du clerc, c'est bien de garder ces coordonnées-là. C'est le numéro du standard, mais voilà, ça bascule très vite chez nous. Et c'est surtout l'adresse mail, là où vous pouvez nous envoyer toutes vos questions. Formation Action, je me permets de reprendre le calendrier pour vous donner les dates de nos formations. Donc le clerc va organiser en 2019 3 temps de formation. Le 16 avril, c'est la semaine prochaine. Je pense que c'est un petit peu tard, on n'a pas eu suffisamment d'inscrits. Il n'est pas évident que vous puissiez vous organiser, mais c'est pas grave, parce qu'on a 2 autres sessions, le 2 juillet, notez-les bien dans vos agendas, et le 22 octobre. Et là, l'idée, c'est de venir une journée à Montreuil, c'est gratuit. Vous venez avec votre projet Slim, et puis avec des retours d'expérience, on vous aide en fait à monter votre dispositif. C'est plus sympa, plus interactif qu'une hotline, parce que là, vous êtes avec d'autres collectivités. Et le 6 juin, on organise, et là, c'est plutôt pour les adhérents du clerc, un atelier pour devenir ambassadeur du SLIM. Incitez vos collectivités à mettre en œuvre le SLIM. Et ma dernière ligne, ma toute dernière, en violet toujours, formation direct socio-technique. Vous avez sur le site des SLIM l'ensemble des formations. Et du coup, soit avant que vous soyez SLIM, soit dès que vous savez que vous êtes SLIM, eh ben vous avez tout au long de l'année des sessions de formation au diagnostic socio-technique qui vous sont proposées. J'ai fini. Parfait. Merci, parce que je pense que ces questions répondent à certaines questions qui avaient été posées par des participants. Donc voilà, je vais présager que les choses ont été clarifiées. Et si c'est pas le cas, reposer les questions. Alors, il y avait sur le fonctionnement, notamment l'éligibilité aussi, il y avait une question sur qui peut être l'interlocuteur pour le clerc. Est-ce que c'est forcément une collectivité ou bien est-ce qu'une agence locale de l'énergie portée par une collectivité peut être l'interlocuteur, un CCAS peut être l'interlocuteur, voilà, est-ce que en faisant la distinction entre, je pense, interlocuteur et pilote. Exactement. Qui pilote, qui réalise les dépenses et qui pilote le dispositif, qui met un minimum de temps de travail pour la coordination du dispositif, c'est bien la collectivité, son établissement ou son groupement. Le CCAS de Malonnais, c'est un établissement qui dépend de la mairie de la ville de Malonnais, et donc c'est lui qui est éligible au dispositif. Après, qui peut être l'interlocuteur? On a, nous, des SLIM dans lesquels on a, par exemple, une agence locale ou une association qui va être l'interlocutrice du SLIM, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça peut être avec cette première structure qu'on va commencer à répondre à des questions sur la construction du SLIM, mais on a bien besoin d'avoir comme interlocuteur principal et privilégié la collectivité, ce qui n'empêche pas d'avoir un binôme avec ce genre de structure. Ok. Il y avait une question sur les forfaits. Est-ce que si jamais le chargé de visite est formé, notamment via la formation diagnostic socio-technique, on peut considérer qu'il est expert et que du coup le forfait profil expert s'applique? Là, c'est une question très très intéressante parce qu'elle a même fait débat chez nous pour être sûr vraiment qu'on parle d'experts. Et ben, ça dépend de son de son expérience ou de sa formation au départ. C'est-à-dire que si on a déjà un conseiller énergie logement ou un travailleur social, comme je disais tout à l'heure, s'il dispose d'une expérience en diagnostic socio-technique ou qu'il a bénéficié de la formation ou qu'il est encadré par un expert, c'est un expert. Si on a un autre type de profil, alors là, on a besoin d'avoir une expérience significative en diagnostic socio-technique. Et alors, on ne va pas le rendre obligatoire à 100%, mais c'est vrai que s'il a réalisé en plus la formation en diagnostic socio-technique, eh ben, ça fait effectivement de lui un expert. Mais uniquement la formation en diagnostic socio-technique, elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire que ça va dépendre du profil avant. Ok. Alors, il y avait des questions sur le lien entre le programme SLIM et le programme MAGE, par exemple, peut-être plus globalement les autres programmes éligibles au certificat d'économie d'énergie, notamment vis-à-vis des C2E. Est-ce qu'il y a un lien entre ces programmes? Alors, ça, je ne l'ai pas vérifié pour 2019-2020, mais nous, il nous avait été dit par la DGEC qu'un même ménage pouvait pas bénéficier de 2 programmes, et je pense que si c'est 2 programmes similaires, parce qu'on a des programmes qui mettent en œuvre aussi des diagnostics socio-techniques. Dans l'exemple du programme MAGE, il y a des territoires qui mettent en place les deux.
Le SLIM, c'est en amont, c'est diagnostic socio-technique. Après, il y a une réhabilitation. Et après, il y a une instrumentation et un suivi de conso par mage. Et là, ce serait éligible. Peut-être à vérifier de Ouais, manière absolue, mais voilà, à vérifier a priori, il parce n'y a pas que de contre-indication. Vas-y, Anne-Frédéric. oui, c'est à vérifier parce que c'est plutôt l'inverse qui nous a été dit en fait. Vous pouvez pas avoir. En fait, sur notre D'accord. territoire, on a à la fois mage, écorce et le slim. Et c'est incompatible. Je pense que Écorce et Slim sont peut-être incompatibles parce que les deux font des visites. Bon, c'est à vérifier. Et on s'en occupera pour apporter une réponse claire à tout le monde là-dessus. Euh, alors, une question très pratique. Concrètement, après les déclarations, donc qui interviennent 2 fois par an concernant les dépenses de la collectivité, est-ce qu'on a une idée des délais de paiement de la subvention par Leclerc? Combien de temps après la transmission des pièces Leclerc verse? Oui, on l'a ici en fait. C'est-à-dire que à chaque semestre, donc on a ce semestre 2000, enfin fin 2019, tout début 2020, enfin mi-2019 et pardon, à la moitié de l'année et au début de l'année suivante. Et ensuite, pour ce qui aura été réalisé sur le premier semestre 2019, le versement par Leclerc, il se fera en octobre 2019. Pour ce qui aura été réalisé sur le deuxième semestre 2019, donc avec des justificatifs en janvier 2020, c'est la deuxième ligne, Leclerc versera en mai 2020. Donc il y a 4 Et mois de ainsi de délai en suite. gros. Et ça va dépendre effectivement des... Ouais. Et juste, il y a il y a un point de vigilance sur la fin du dispositif. Pour le moment, le dispositif, les dépenses éligibles, il faut qu'elles s'arrêtent à fin novembre 2020 pour laisser le temps en fait au clerc de pouvoir récupérer l'ensemble des éléments justificatifs et ensuite de pouvoir retransférer ça aux obligés qui ensuite nous retransfèrent et que nous ensuite on puisse retransférer aux D'accord. collectivités. Il y avait une question sur les modalités. Alors, dans les interventions précédentes, hein, mais je l'avais gardée pour toi, Bouchra, cette question. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur les modalités d'utilisation de Solidiag? Les modalités d'utilisation, alors c'est gratuit quand on est une collectivité SLIM. Et ensuite, je sais pas quoi dire d'autre. C'est-à-dire que dans modalité, l'objectif du logiciel, c'est de réaliser le diagnostic socio-technique, donc un tour du logement, des informations sur le ménage, sa composition, ses revenus, etc. Les équipements qui sont constatés, les petits matériels économes qui sont installés et les solutions qui sont proposées. Donc c'est vraiment pour suivre en fait toutes les actions du SLIM et on peut rentrer à chaque fois toutes les actions du SLIM pour chaque ménage. Je vais transmettre directement les 2 dernières questions et puis je pense qu'on va arrêter après parce que c'est l'heure et que les questions auxquelles n'auront pas été apportées de réponse, on vous propose d'essayer de vous apporter des réponses à l'issue du webinaire, de voir avec les intervenants si jamais ils veulent bien y répondre et on les transmettra. Voilà. Alors il y avait 2 dernières questions, c'était est-ce qu'un SLIM peut être porté par un bailleur social ou une mutuelle si jamais la partie orientation est bien prise en compte. Donc ça revient un petit peu sur les questions liées aux ALEC et CCAS. Est-ce qu'un fournisseur d'énergie dans ses missions solidarité peut participer à la formation SLIM ou bien est-ce que c'est réservé aux collectivités? J'imagine qu'on parle de la formation pour les chargés de visite, pour les donneurs d'alerte. Je crois qu'on parle pour la D'accord. formation action. Ah oui, parce que d'accord, j'ai pour la formation action. Mais peut-être la Absolument. personne peut répondre. Parce que j'avais ouais. Alors pour la formation action, c'est vraiment, alors on peut, mais je sais pas si c'est hyper intéressant, parce que l'idée c'est vraiment de venir avec son projet SLIM et on a comme ça des temps de travail qui sont découpés sur chacune des étapes et sur globalement le budget du dispositif. Donc on a une journée formatée comme ça, vraiment sur une approche projet local de la collectivité et de ses partenaires. Donc voilà, je suis un peu dubitative sur l'intérêt que ça peut avoir, mais à re-questionner peut-être. Et puis, s'il n'y a pas de projet, c'est un peu compliqué. Et sur la première question sur le pilotage, aujourd'hui, ce sont les collectivités, leurs groupements, leurs établissements
qui sont en fait éligibles. Après, ce qui peut être envisagé, par exemple avec un bailleur social ou avec une caisse de retraite, c'est comment est-ce qu'elles peuvent financer le SLIM, du coup, elle finance la collectivité, et est-ce que la collectivité, elle a la possibilité ensuite de reverser une partie de ce qu'elle aura récupéré par des C2E avec un contrat de privé. Mais aujourd'hui, ce qui est éligible en direct avec Leclerc, c'est vraiment collectivité, établissement et groupement. Très bien. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là parce que sinon on va dépasser et c'est pas ce qu'on souhaite. Il reste quelques questions qui n'ont pas été traitées pour chacun donc des 3 intervenants ou des 3 interventions qu'on a pu avoir aujourd'hui. On essaiera voilà de vous apporter. On enverra sans doute un message à l'ensemble des personnes inscrites pour transmettre les questions et les réponses parce que ça peut intéresser tout le monde. Voilà, on tient à remercier tous les intervenants pour la qualité des interventions et puis les participants pour la pertinence de leurs questions. C'est un beau mariage, bravo. On vous rappelle donc que l'intervention a été enregistrée, vous pourrez la revisionner et puis vous y référer si jamais vous souhaitez la faire circuler. On vous rappelle aussi que dans le cadre du réseau Rappel, on organise des webinaires tous les 2 mois sur un sujet lié à la précarité énergétique, donc c'est souvent des retours d'expérience. Ça peut être d'autres choses et si jamais vous avez des envies ou des choses à nous proposer, n'hésitez pas à contacter Claire Bally et moi et on se fera un plaisir d'essayer d'organiser des choses qui correspondent aux besoins des personnes qui travaillent sur le terrain. Voilà, je vous souhaite une belle soirée à tous et puis à bientôt lors d'un prochain webinaire.